Alors, un mot que tu as prononcé au début de ta présentation, l'émerveillement. On se connaît depuis peu, mais je sais déjà que c'est un quatuor d'émerveillés que je vous présente. À ma droite, j'ai Thomas Busuttil, qui est fondateur et dirigeant d'R3 Imaginable. Tu me disais que tu étais à ProDurable dès la première édition. Ta spécialité, c'est les nouveaux modèles économiques et l'innovation durable avec un focus vraiment spécifique sur l'économie régénératrice. Et sûrement que tu pourras partager la définition avec l'Assemblée ici présente. À ta droite, nous avons Stéphanie Bory. Tu es DG France de Garnier. Garnier, j'imagine que à peu près tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, levez la main. Tu n'auras pas besoin de présenter. Et finalement, à sa droite, Gabriel Plassa, tu es ingénieur à l'ADEME avec une spécialisation sur l'innovation. Et tu travailles aussi beaucoup sur le sujet des mobilités. Donc, dans l'intitulé de cette table ronde, le dernier mot, c'est celui de résilience. Les mots de collaboration, les mots d'innovation, c'est des mots qu'on entend très souvent. On s'était dit que ça serait peut-être sympa de pouvoir arriver à éclairer le mot résilience et ce que ça peut vouloir dire dans vos différentes organisations. Avec un cabinet de conseil, une grande entreprise, l'ADEME et le point de vue anthropologique d'Emmanuel, on a vraiment une belle complémentarité de points de vue pour cette table ronde. Quand on parle résilience, récemment, on pense à ce paquebot qui s'est mis en travers du canal de Panama avec une petite grue toute seule qui essayait de le dégager. Et on s'est dit, si un seul paquebot peut freiner l'économie mondiale, c'est qu'elle n'est pas très résiliente. On s'est dit, commençons par là. Votre éclairage, chacune, sur, dans votre organisation, la résilience, comment ça se pense, comment ça se vit. Allez, on va peut-être commencer. Je m'étais défini un ordre. Oui, j'avais... Non, pas pour cette question, donc... Vas-y Thomas. Alors je démarre et bonjour à tous et merci d'être là à cette heure du déjeuner. Moi je vais faire le lien avec un travail qu'on a fait nous sur la traduction de cette résilience dans des modèles économiques. Parce que je suis économiste de formation. Donc on a défini 4 modèles que je vais vous illustrer au travers d'un exemple dont un petit peu par Emmanuel, qui est un écosystème forestier. Donc au travers de ces 4 modèles, donc le premier modèle c'est un modèle d'économie circulaire, ça tout le monde connaît. Dans un écosystème forestier, il y a 0 déchet. D'accord. Deuxième modèle, c'est le modèle de la fonctionnalité, donc de l'usage. Dans un écosystème forestier, toutes les espèces, animales ou végétales, ont une utilité, ont un rôle bien déterminé. D'accord. Le troisième modèle, c'est le modèle inclusif. D'accord. Dans un écosystème forestier, personne n'est au bord de la route. Il n'y a pas de laisser pour compte. Chacun a un rôle. Et ça n'empêche pas des systèmes de domination, mais tout le monde a un rôle. D'accord. Et dernier point, mais ça Emmanuel l'a parfaitement illustré, c'est le modèle collaboratif. D'accord. Et donc je voulais reprendre un exemple moi, que je tiens de Tariq Shekshak, qui est aussi un biologiste, un éminent biologiste et un spécialiste de la bioinspiration, des chauves-souris très fragiles qui vivent en Amérique du Sud. Si elles ne mangent pas en 48 heures, elles meurent. Ils ont fait une étude qui montre que si elle donne 6% de son autonomie alimentaire, elle renforce de 30% celle des autres. À la fin de l'année, au lieu qu'il y ait 82% de perte du nombre de chauves-souris, dans le groupe de chauves-souris, il n'y en a que 24%. Ça veut dire que si c'est la stratégie du chacun pour soi, on divise par 4 la chance de survie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Stéphanie, résilience, est-ce que c'est un mot qu'on prononce chez Garnier ? Bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Merci Emmanuel pour ta keynote qui était franchement passionnante avec des éléments clés. Oui, la résilience, c'est un mot qu'on a tous, je pense, beaucoup entendu et prononcé juste après le premier passage Covid et la première crise Covid. Je pense que c'était vraiment, à titre illustratif, la manière de chacun s'engager sur une nouvelle forme de travail, d'organisation du travail, de passer d'un monde dans l'entreprise où on était en présentiel la plupart du temps à comment engager ses équipes sur un mode en fonctionnement télétravail pendant de nombreuses semaines et puis après retrouver une forme d'équilibre parce que le télétravail a plu à certains, moins à d'autres et que ça a ouvert des nouvelles possibilités d'un monde hybride où chacun a envie de travailler, en tout cas d'avoir un engagement face au travail légèrement différent. Donc
les paramètres clés à prendre en compte et qui sont fascinants, je trouve, dans les challenges qu'on a aujourd'hui, c'est comment on communique, comment on partage ses émotions, même dans l'entreprise, comment on arrive à bien communiquer et comment on arrive à bien comprendre les attentes de chacun. Et moi, ce que j'ai adoré dans ta dernière phrase, si je peux me permettre, c'est « l'avenir est incertain, mais il se prépare ». Donc la résilience, c'est un mot très important, mais c'est aussi comment on anticipe et comment on devient plus proactif pour ne pas juste subir un impact extérieur, mais comment on arrive demain à se préparer tous ensemble face aux grands challenges qui nous attendent. Merci beaucoup Stéphanie. Gabriel? Merci. Bonjour aussi tout le monde. Donc la résilience, peut-être en tant que définition, c'est quand un système ou un matériau ou un système plus complexe va reprendre à peu près une activité normale après avoir subi un choc, se remet dans un mode de fonctionnement. Alors à l'ADEME, on l'a étudié, on l'a accompagné il y a 2 ans. On a lancé un appel à commun sur le sujet de la résilience des territoires. Et le point qui est aussi important, c'est qu'on a affaire à des systèmes complexes, c'est-à-dire à des acteurs qui sont différents, qu'il faut coordonner, une entreprise, un laboratoire de recherche, une collectivité, des citoyens. Ce sont des acteurs qui n'agissent pas de la même façon. Et donc pour coordonner ces acteurs, pour améliorer la résilience d'un territoire, on a choisi de travailler sur des communs. Et donc on a lancé un appel à commun. Donc ça, je le décrirai un petit peu tout à l'heure. Et cette ressource, le commun, elle a une caractéristique fondamentale pour la résilience, c'est qu'elle est ouverte. Elle est donc documentée et ouverte et chaque acteur peut l'utiliser. Et donc là, c'est déjà une première piste pour travailler la résilience, c'est d'avoir des endroits où on va coopérer, on va collaborer plus facilement avec des ressources ouvertes. Donc on s'intéresse à l'open source, à l'open data, voilà, à tous ces mouvements-là. Et l'ouverture facilite la coopération des acteurs qui, à d'autres endroits, peuvent aussi ensuite être en compétition. Mais c'est nécessaire de créer ces endroits où on va collaborer de façon plus rapide, plus facile, avec des acteurs hétérogènes. Merci beaucoup. Merci tous les 3, tous les 4 pour ces éclairages sur la résilience. Ce que, in fine, ce en quoi ça nous concerne, la notion de résilience, c'est comment réagir au mieux au choc. Tous dans cette salle, je pense qu'on a vécu un ou plusieurs chocs de chaleur pendant l'été. Certains sont peut-être passés dans les 97 villages qui n'avaient plus d'eau courante, d'eau potable au robinet. C'est des chocs auxquels finalement, est-ce qu'on est bien préparé et surtout, est-ce qu'on est bien préparé à ce que leur intensité, leur fréquence augmente? Et dans le monde de l'entreprise, Stéphanie, par exemple, j'imagine que résilience, les paquebots qui se coincent, l'approvisionnement matières premières, c'est un sujet compliqué aussi en termes de résilience. Et l'idée que t'amène Emmanuel dans l'inspiration du vivant, c'est la réflexion sur la coopération, même la coopétition. Et ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir creuser ça en allant sur des exemples, des illustrations, et peut-être ensuite on prendra un temps sur les difficultés. Et peut-être commencer par un point de vue le plus, on va dire, écosystémique, institutionnel, tel que toi tu le vois, Gabriel. Et puis les 3 autres, n'hésitez surtout pas si vous avez des réactions. Est-ce que tu as un exemple, une belle illustration de coopération, voire de coopétition à travers ton prisme de l'ADEME? Oui, donc là j'ai cité tout à l'heure l'exemple d'appel à commun, qui sont des dispositifs donc collectifs pour favoriser la coopération d'acteurs hétérogènes en grand nombre, puisqu'on a pu avoir plusieurs centaines d'organisations qui collaborent autour de ces communs. Ensuite, le deuxième exemple, c'est la création d'associations sous la forme de fabriques que l'on a aidées, qui ont été mises en œuvre. Donc vous retrouvez des fabriques des mobilités, fabriques de la logistique, fabriques de l'énergie, etc., dans des domaines thématiques. Et ces associations, elles ont aussi pour rôle de favoriser le développement, le maintien et la création de ressources ouvertes, de communs, dans ces verticales. Et ça aussi, de nouveau, ça permet de favoriser la coopération entre des acteurs qui ont à certains endroits intérêt à coopérer sur des standards, sur des logiciels, sur du matériel, sur de la connaissance, bien sûr, pour aller plus vite et pour pouvoir se développer.
Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et le troisième que je peux prendre, que je suis en train de mettre en œuvre en ce moment à l'ADEME, qui s'appelle l'Extrême Défi, qui fixe un cahier des charges d'un véhicule extrêmement efficace, léger, économique, recyclable, reconditionnable. Donc là, on donne un objectif collectif global dont tout le monde a envie. Et ensuite, on va aider les parties prenantes à se coordonner pour atteindre cet objectif, en essayant d'identifier à chaque fois les endroits où les acteurs ont intérêt à coopérer pour aller plus vite. Donc créer un standard sur les batteries, créer un standard, mutualiser un maximum de composants, et donc d'identifier des poches où les acteurs économiques ou non économiques ont intérêt à coopérer pour accélérer le développement. Donc la coopération, il faut aussi le voir comme un moyen de se fédérer et d'aller plus vite développer des produits et des services, plutôt que d'être en compétition qui est bien souvent, quand on adresse la complexité, hein, pas pour des sujets simples, mais quand on adresse la complexité, la compétition en fait ralentit énormément les différentes parties prenantes. Donc voilà, l'ADEME explore des modes d'intervention différents des appels à projets, qui sont là assez traditionnels et qui vont plutôt mettre en compétition les acteurs pour favoriser la coopération et produire des ressources réutilisables. Et tu citais par exemple les exemples de Fabrique Mobilité et autres, est-ce que tu as des concurrents qui se retrouvent dedans et est-ce que le travail se fait bien? Est-ce qu'il y a le bon degré d'ouverture? Est-ce que tu sens que c'est un modèle dont on peut s'inspirer? Oui, en fait, ça réussit si des acteurs concurrents, à un moment donné, se coordonnent et d'abord identifient une ressource dont ils ont besoin et qu'ils ont intérêt à produire ensemble, et ça se développe. Donc ça, c'est plutôt le signe d'une réussite quand il y a des acteurs en compétition qui comprennent qu'à certains endroits, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de coopérer. Ça ne les empêche pas, par ailleurs, du coup, de se recentrer sur leur vraie proposition de valeur différenciante pour être en compétition sur certains points, mais en coopérant à d'autres endroits. Et tu aurais des exemples d'entreprises qu'on connaît, qu'on puisse se projeter un peu dedans ou pas? Oui, par exemple, les entreprises de covoiturage. Il y en a plein aujourd'hui en France. Elles coopèrent pour produire un registre national de preuves de covoiturage, parce que ça leur permet à toutes de recevoir des incitatifs de la collectivité. Et donc, elles ont modifié leur logiciel, leur plateforme numérique, pour être interopérables et pour travailler sur un standard qui permet du coup d'avoir un certificat que 2 personnes ont bien covoituré et que donc la collectivité peut donner un incitatif financier qui ira bien dans la poche de quelqu'un qui a vraiment covoituré. Donc ça aide bien, par exemple, les idées qu'on retrouve dans le plan de transformation de l'économie française. Bon, je ne suis pas shifter, hein. Mais dont un des objectifs, c'est de passer de 1,1 ou 2 personnes par voiture à 1,6. Donc la preuve d'impact, c'est là-dedans. Thomas, avec ton point de vue animation d'écosystème en tant que consultant, quel éclairage te rend partager? On peut prendre plusieurs exemples. Alors, dans les secteurs sur lesquels nous on travaille beaucoup, il y a le secteur de la cosmétique. Donc peut-être un premier exemple, c'est ce que viennent de faire 50 entreprises pour se doter ensemble d'un éco-score. Donc autrement dit, d'un standard qui va fixer un certain nombre de critères et auxquels l'ensemble des entreprises vont volontairement se conformer. Donc ça, typiquement, c'est une première façon aussi de faire de la coopétition pour élever ensemble, justement, ces standards de façon à pouvoir intégrer davantage d'objectifs et de critères environnementaux dans leur façon de faire du business. C'est quel type d'entreprise, les 50? Alors ça, c'est à la fois des grandes et des... J'en reparlerai tout à l'heure. Peut-être je vais laisser Thomas finir. Tout à fait. Après, je vais surtout... Un autre secteur dans lequel on travaille beaucoup, c'est le textile. Enfin, la mode et le textile. Et là, il y a 2 exemples que je pourrais citer. Le premier, c'est une plateforme qui s'appelle Renaissance Textile, parce que dans le textile, la difficulté sur le recyclage, c'est que c'est pas rentable. D'accord ? Donc, il y a des gros problèmes de rentabilité sur le recyclage du textile. Donc là, il y a cette plateforme qui s'est créée, avec donc là encore une fois plusieurs industriels qui sont revenus, plus des marques de mode. Et donc l'idée, c'est de créer à l'échelle européenne une plateforme de recyclage du textile. Enfin là, c'est en moyenne, hein, c'est pour les industriels français en l'occurrence. Et à terme, j'espère que ça deviendra européen, mais qui vont permettre de recycler jusqu'à 9000 tonnes de déchets textiles. Et là, à cette échelle-là, ça devient rentable. Donc l'idée, c'est comment ensemble, on va pouvoir là aussi travailler dans ces logiques circulaires en intégrant là aussi des logiques de viabilité économique. D'accord ?
Donc ça, c'est un deuxième exemple. Et le troisième, c'est si vous allez sur Ulule, vous pouvez encore acheter et contribuer. Enfin, ils ont largement dépassé, ils sont à plus 1000% par rapport à l'investissement de départ qu'ils espéraient. C'est un jean qui s'appelle le jean SEM, comme semer, des graines. Bon, vous verrez que ce jean, il a pour particularité d'être le premier jean 100% en lin. Donc il n'y a plus de coton. Vous savez l'impact du coton, que je ne vais pas vous faire de dessin. Donc là, l'idée, c'est comment on peut supprimer, puisque dans les principes de l'économie régénératrice, si on ne diminue pas notre impact, on va supprimer les impacts. Et on va chercher en tout cas à les supprimer. Bon, là, on a supprimé l'impact du coton en développant une filière 100% lin. Et donc là, c'est une coopération de tous les acteurs de la filière du lin. Voilà, depuis le champ jusqu'aux vêtements, jusqu'au jean, qui permet justement de structurer et d'avoir un impact. Je crois qu'ils sont à 2400 km, quand en moyenne, votre jean, il fait 65 000 km. D'accord ? Dans la production d'un jean. D'accord ? Il fait 100 litres d'eau, alors qu'un jean, c'est 10 000 litres d'eau. Voilà, bon, j'arrête là les chiffres, mais vous voyez comment là aussi, et accessoirement, on est les premiers producteurs européens de lin. 64%. Beaucoup en Normandie, où il pleut beaucoup et il n'y a pas besoin de les arroser. Okay. 64%, c'est la France produit 64%. Ouais, je crois, au niveau européen. Okay. Donc on est un énorme producteur de lin. Donc en plus, voilà, il y a une vocation exportatrice qui est évidente. Si on est capable de créer toute cette filière, et ben voilà, ça existe. Donc allez sur Ulule, Ginsem. Voilà. J'ai pas d'action. Je vais dire, tu as un code promo à partager aussi. Stéphanie. Les conférences à code promo, j'adore. Moi, je voulais réagir sur l'exemple qu'a commencé à évoquer Thomas. C'est vrai que chez Garnier, on a toujours été très convaincus qu'il fallait donner un maximum de transparence à nos consommateurs sur ce qu'on faisait, nos produits, pour les aider à décrypter un maximum les produits qu'ils achetaient et aussi les aider à avoir des choix responsables et durables dans leur achat d'hygiène beauté. Et en 2020, on a fortement travaillé à créer un score donc, qui est visible sur l'ensemble de nos produits de beauté. On a commencé par les shampoings et les après-shampoings pour avoir un impact. Ce score révélait l'impact environnemental de nos produits. Et donc, c'était un peu comme votre Nutri-Score en alimentaire, avec un classement de A, B, C, D, E, qui permettait, avec 14 critères environnementaux, de pouvoir donner aux consommateurs cette transparence de quand vous achetez tel shampoing, il a tel impact environnemental et qui contribue à ce scoring global. Donc, on a commencé à prendre et être vraiment la marque du groupe L'Oréal qui, en plus, a énormément investi derrière cet impact de scoring environnemental. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est posé la question si chaque entreprise du secteur cosmétique avait un scoring et comment le consommateur allait s'y retrouver. Et comment il allait comprendre quand Garnier dit A et quand Procter dit B et quand Henkel dit A, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc en fait, on a lancé l'année dernière un grand consortium qui regroupe 30, 40, 50 grands acteurs de l'hygiène beauté, que vous soyez des grandes entreprises ou des associations, avec vraiment cet objectif de se mettre d'accord sur un scoring qu'on appelle l'Eco Beauty Score, pour que, en fait, en tant que grand groupe qui coopère ensemble, on arrive à tous s'aligner sur une manière de lire et de traduire aux consommateurs l'impact environnemental d'un produit. Donc ce consortium est en cours et on espère qu'il va vite aboutir, mais c'est vraiment un bel exemple de coopération dans le seul but que ça soit simple et clair et transparent pour le consommateur derrière et que ça soit pas un groupe qui tire en communication vraiment les rênes de ça, mais qu'on s'aligne tous. Et je trouve que ça a une double vertu. Ça a une vertu de coopération entre pairs qui vient vraiment illustrer notre conversation aujourd'hui. Et ça a une deuxième vertu en interne, et si on se regarde nous-mêmes, c'est aussi de nous apprendre plus à être conscients quand on développe un produit, quand on innove un produit. Du coup, maintenant, on a systématiquement ce score qui s'affiche et ça nous empêche aussi de se dire en fait, toutes nos innovations, maintenant, elles doivent être A et B et on doit plus permettre de mettre sur le marché quelque chose qui ne répond plus aux standards, en tout cas, et aux besoins des consommateurs aujourd'hui. Donc je trouve que ça a vraiment cette double vertu, et interne et externe. Et voilà, on progresse en marchant.
Merci Stéphanie. J'avais un rebond de Gabriel et après, ça serait chouette d'avoir un regard d'Emmanuel sur ce qui s'est dit. Oui, en rebond, sur le petit exemple que je vous citais tout à l'heure sur les véhicules efficaces, économiques, recyclables, etc., on envisage aussi de faire la même chose, hein, de travailler pour avoir des indicateurs pour tous les fabricants de ces véhicules. Il ne faut pas se cacher que ça peut être aussi un outil de protection industrielle, notamment vis-à-vis de constructeurs asiatiques. Et également, bien sûr, il faut aller dans le sens de produits durables, avec des batteries recyclables, reconditionnables, etc., ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. En tous les cas, si on a des indicateurs comme ça, on peut avoir un marché européen qui est vraiment à la pointe en matière de transformation durable. Et puis, ça peut être aussi un outil pour les pouvoirs publics pour positionner des incitatifs. Et il y en a sur les vélos électriques, il y en a sur les voitures électriques, mais les positionner du coup sur des critères, hein, qui reprennent l'intégralité du cycle de vie du véhicule, l'intégralité des composants, et qui sont beaucoup plus complexes à concurrencer pour des acteurs qui n'auraient pas contribué à développer cet indicateur. Donc en fait, derrière l'indicateur, il y a de la coopération et ça peut être aussi un moyen extrêmement fédérateur pour les acteurs. Merci Gabriel. Emmanuel, est-ce que tu as un rebond ? Alors, tout ce qui est dit est vraiment très, très intéressant, pas dans les principes de coopération et de compétition, puisqu'évidemment, les compétiteurs restent des compétiteurs. On revient à des principes assez simples. Quand on se forme à la négociation interpersonnelle, par exemple, on dit que quand on négocie, une des variables, c'est d'agrandir le gâteau et de ne pas partager le gâteau, sinon on est dans du compromis. Et la coopétition, c'est une manière d'agrandir le gâteau sur le modèle du vivant, c'est-à-dire c'est d'être dans un système très large, très organique, où mon déchet est ta ressource. Et quand on arrive à faire ça dans les organisations, il y a de plus en plus d'organisations quand même qui travaillent en coopétition. Le monde bancaire s'y est mis aussi, notamment sur les risques systémiques. C'est-à-dire, suite au choc Lehman Brothers et Kerviel, évidemment, la question du risque systémique, elle concernait tout le monde. Et c'est dans l'avantage de tous de se regrouper. Aujourd'hui, pour vous parler d'environnement que je connais, les écoles de commerce ont aussi regroupé tous leurs partenaires, parfois dans certains consortiums, pour justement réfléchir à une pédagogie commune, à des axes, à des angles, autour de l'impact positif notamment. Donc tout ça, ça fait partie de choses qui vont contribuer à la résilience. Dans le vivant, la résilience, elle est multiple. Il y a des êtres vivants qui sont extrêmement anciens, qui n'ont pas changé depuis la nuit des temps, comme le scorpion ou l'éponge, 750 millions d'années ou 500 millions d'années, parce que dès le départ, ils étaient faits pour survivre au choc et pour s'adapter. Donc la résilience, elle est protéiforme. C'est pas toujours se remodeler en fonction du choc, ça peut être aussi résister aux intempéries par rapport à un paramétrage à l'origine très, très pensé. Et moi, j'adore les métaphores. Et il y avait une image que j'aimais bien dans ce que tu nous avais montré. Le banc de poissons, les dauphins. C'est quoi déjà le nom de l'oiseau ? Les fous du Cap. Les fous du Cap. Et il y a une analogie qui m'est venue comme ça, surtout en discutant cosmétique, c'est les grandes marques. Le consommateur, c'est les dauphins, et Yuka qui vient piquer comme ça. Et alors, on ne va pas demander à l'industrie de la charcuterie ce qu'elle pense, mais sur la cosmétique ou sur des industries dans lesquelles que vous connaissez, que vous travaillez, est-ce qu'on est sur de la coopération ? Est-ce qu'on est sur de la friction, de la concurrence ? Comment ça, quand on parle de score, quand c'est vers de l'externe plutôt de l'interne, comment ça fonctionne, comment ça avance ? Qui veut prendre ? Pour te répondre très clairement, je pense qu'il n'y a pas de friction parce qu'il y a un objectif commun et il y a un besoin. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde sait ce qu'il va chercher en faisant ça. Et je pense que de plus en plus ces dernières années, on sait l'importance d'écouter notre consommateur et la place centrale qu'il a dans toute notre démarche. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune friction, il y a ce besoin de s'harmoniser et d'avoir un discours le plus clair possible.
Et surtout, ce qui est formidable là-dedans, c'est pas que des grosses entreprises, c'est aussi des plus petites qui peuvent utiliser tout le savoir, parce qu'en fait, chacun vient avec sa méthodologie qu'ils ont développée, et tout le monde s'harmonise pour trouver la meilleure manière qui, après, sera déployée à échelle locale et internationale. Donc, il y a vraiment cette volonté de, en fait, on peut chacun venir avec un petit bout de l'édifice et le co-construire ensemble. Merci Stéphanie. Ouais, moi, je vais peut-être être un peu moins optimiste. Je pense que c'est pas évident, quoi. Dans les business schools, la compétition, c'est pas forcément ce qu'on apprend en premier. D'accord. Donc je pense qu'il y a un vrai travail. Alors, il y a des sujets plus faciles que d'autres. Je suis complètement d'accord. Celui-là est un très très bon exemple. Après, il y a un vrai travail d'abord de comprendre que effectivement l'idée c'est d'accroître le gâteau. Mais ça c'est pas intuitif, me semble-t-il, pour les entreprises, et que derrière, il y a cette idée de partage de la valeur, et au-delà, dans les concepts d'économie de la fonctionnalité, on parle d'encastrement de la valeur. Au lieu d'avoir de la valeur qui est linéaire tout au long de la chaîne de valeur, justement, en fait, ça devient circulaire, et là aussi, un peu comme l'économie circulaire, on a aussi ce travail de faire, là aussi, des interactions dans les valeurs, et la forme de la valeur, là aussi, elle n'est pas que économique, elle est dans la connaissance, par exemple. Donc de voir un petit peu ce que chacun va y retrouver et qu'au final, chacun va repartir avec plus que ce qu'il a. Pas forcément uniquement dans une vision économique. Bon, ça, c'est quand même pas évident et ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de cours dans les business schools sur ce genre de sujet. Voilà, ou les écoles d'ingénieurs aussi, c'est pareil. Gabriel ? Oui, peut-être je peux rebondir sur l'exemple que tu citais de Yuka. En fait, derrière, il y a Open Food Network, qui est une organisation, une ONG qui non seulement a créé de la donnée sur les produits, sur tout un tas de produits, mais a créé aussi des standards de données. Donc en fait, derrière, il y a aussi une forme de compétition sur qui crée les standards. Dans mon sujet sur la mobilité, il faut savoir par exemple que le standard du transport public, pour décrire sur vos smartphones, vous avez des infos de transport public, c'est un standard qui s'appelle le GTFS. Le G, en fait, c'est Google. Alors, on va dire, mais que vient faire Google là-dedans ? En fait, oui, c'est qu'au départ, personne ne le faisait bien, et donc ils ont dit, nous, on va le faire nous. Et en fait, ils l'ont très bien fait, et du coup, il s'est imposé dans le monde entier. Et maintenant, c'est repris par une autre structure, mais Google continue à financer. Donc, en fait, derrière, il y a quand même des rapports de force entre acteurs américains, européens, chinois, pour faire court, sur les standards, sur les plateformes numériques. Il y a quand même tout ça est sous-tendu par des plateformes numériques aujourd'hui. Et donc la collaboration, il faut aussi l'organiser. Il faut créer un espace pour que les acteurs puissent collaborer en étant un peu au calme et protégés, quoi. Et en rebondissant sur le cas de l'ADEME, pardon, Stéphanie, tu voulais... Ça prend du temps. Merci. Merci de le rappeler. Sur le cas de l'ADEME, c'est une grande institution, l'ADEME, quantitativement, donc tu me diras si c'est un exemple sur lequel tu peux t'exprimer, mais la définition des standards et la consultation, voire un peu la concurrence ou coopétition là-dedans, l'ADEME, je pense que ce que beaucoup de personnes vont connaître ici, c'est son travail sur le greenwashing, par exemple. Et dans un travail comme ça, est-ce que les marques sont consultées ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait plus en chambre pour se protéger de peut-être d'une ambition moindre ? En fait, c'est pas que je peux pas répondre, c'est que moi je travaille pas sur ces sujets-là à l'ADEME. C'est pour ça que malheureusement, je pense que c'est les règles qui doivent être travaillées collectivement et de façon publique. Enfin, les critères, en fait, ce qu'on définit comme étant du greenwashing ou pas. Et voilà, ça, il faut que ça soit travaillé publiquement, bien sûr. Ok, j'ai testé le truc. On passe à ce qu'on s'est dit là. C'est un peu le bon pivot, la bonne transition vers l'autre côté de la facette, qui est quelle difficulté quand on cherche à faire de la coopération, voire de la coopétition. Et ce qui serait hyper intéressant, c'est si vous avez des cas concrets vécus de tentatives de coopération, voire coopétition, et quelles difficultés il y a pu avoir. Stéphanie, est-ce que ça doit, si on commence par toi ? Moi, j'avais plutôt envie de partager un challenge qu'on a dans cette
pour aller toujours dans cette idée de communication, de comment on embarque le consommateur avec nous aussi sur ces grands changements, qui est un élément qui n'est pas simple à définir, mais c'est quel est le rôle de la marque et jusqu'où va la marque. En donnant un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans l'utilisation de produits d'hygiène beauté, on sait que 50% de l'impact carbone se fait à la maison et se fait dans la salle de bain. C'est 80% pour un shampoing. Donc c'est vrai qu'un des grands challenges qu'on a, et qu'on réfléchit pas juste nous, mais aussi en collaboration, c'est jusqu'où va le rôle de la marque, comment on arrive à accompagner le consommateur dans cette prise de conscience-là, parce que finalement, on n'est pas sous la douche avec lui. Donc nous, on est pourvoyeur de produits, mais on ne va pas jusque-là. Donc c'est vrai que c'est un des grands challenges, je trouve, de notre quotidien, qui peut être après traité de deux manières. Soit on arrive, et comme aussi une des thématiques de la table ronde, c'est l'innovation. C'est avec l'innovation à proposer des produits qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la phase de rinçage, ou même de supprimer cette phase de rinçage qui est très consommatrice. Et ça, on essaye de prendre ce chemin aussi de manière radicale en proposant de la cosmétique solide avec une phase de rinçage beaucoup plus rapide qu'une cosmétique liquide, ou même en proposant un après-shampoing qui se rince plus aujourd'hui. Donc ça, c'est comment, en tant que grand groupe, on arrive à proposer des innovations qui répondent à ça. Et l'autre challenge, c'est du coup comment on communique au consommateur sans qu'il ait l'impression qu'on lui donne des leçons et qu'on soit là pour le juger, mais avec vraiment ce rôle d'éclairage et donner en fait le maximum d'informations à nos consommateurs pour qu'ils soient conscients en fait de leur impact au quotidien et de la manière dont ils consomment. Et ça, c'est vraiment aussi, je trouve aujourd'hui, un grand challenge qui nous anime sur comment on arrive à faire ça avec la juste humilité et la juste dose pour pas qu'il y ait ce jugement et l'impression qu'on rentre trop dans son intimité, dans sa vie. Et dans la cosmétique, dans l'alimentaire aussi, il y a des projets, des tests de coalition autour du vrac qui se montent. Sur ton secteur à toi, pour que, je ne sais pas, il y ait 50% de produits qui soient en vrac dans nos supermarchés, tu as amené un très bon point, c'est que les choses prennent du temps. Tu verrais ça se dérouler comment et ça prendrait combien de temps pour aligner tout le monde ? C'est vrai que sur le sujet du vrac, notre obsession absolue en cosmétique, c'est la relation entre le contenant et le contenu. Et donc, c'est cette capacité à fournir au consommateur un produit d'une qualité irréprochable, que ça soit d'un point de vue microbiologique, safety, etc. Donc, le sujet du vrac amène tout un étendue de challenges dont je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais la question, c'est avant de trouver une réponse technologique à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça prenne moins de temps ? Donc, une des premières options, c'est d'utiliser la recharge et de faire en sorte que la plupart de nos produits puissent être rechargés, avoir une recharge disponible, et qui aussi favorise le consommateur à ne pas réutiliser un contenant, mais juste une recharge qui utilise moins de plastique, etc. Et après, de voir à quel point les technologies peuvent aussi évoluer vite pour arriver peut-être demain à quelque chose comme le vrac de manière plus généralisée. Mais aujourd'hui, c'est un vrai challenge d'un point de vue safety. Et Gabriel, je te vais prendre ton micro, j'imagine que tu as rebond. Moi, dans ce que tu disais, quand tu parlais recharge, ça m'a tout de suite fait penser à cette notion de standard dont tu parlais, Gabriel. Je ne sais pas si c'était là-dessus que tu voulais rebondir. Oui, puis c'était aussi d'un point de vue général, en fait, tous les sujets de collaboration, compétition, il faut vraiment les explorer sur des sujets concrets. Donc, par exemple, le vrac, c'est un sujet concret. Rapprocher l'offre et la demande, le produit, les utilisateurs, enfin toutes les parties prenantes, et identifier ensemble les zones où il faut coopérer sur un standard, sur un packaging qui soit commun à plusieurs structures. Enfin, et tout ça se révèle au fur et à mesure qu'on avance. Mais voilà, il ne faut pas le faire hors sol. En fait, il faut vraiment choisir un défi précis, qui peut être même plus petit au départ, pour pouvoir justement l'adresser. Et ensuite ramener toutes les parties prenantes, que ce soit du côté du consommateur, de l'industriel, éventuellement des sous-traitants et d'autres parties prenantes, les distributeurs et autres, pour identifier les verrous et les lever petit à petit. Donc vraiment de le faire comme ça. Ok.
Si c'est OK, Thomas, ça m'inspire une question pour Emmanuel. Je vais ensuite passer à toi. Je reviens. Curiosité, de dire quand on parle de standards, de définir des standards, c'est d'ancrer, d'entériner des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de coopérer. Est-ce que dans le vivant, il y a des exemples de nouvelles formes de coopération qui, d'un point de vue évolutionnaire, qui se créent? Est-ce que face au réchauffement climatique, aux effondrements de biodiversité, est-ce qu'on voit des nouvelles coopérations émerger? Est-ce qu'il y a des inspirations qu'on peut en prendre? C'est une très bonne question. Il y en a. Il y en a. Alors, sur le vivant, on est évidemment sur un temps long, mais on observe, par exemple, chez la baleine, une coopération qui s'appelle le piège à bulles, où elle chasse de manière complètement nouvelle. C'est difficile de pouvoir l'attribuer de manière formelle On peut pas faire d'enquête. au réchauffement des eaux et des fonds marins et à la pénurie qui est corrélée, mais de manière fort probable, quand il y a des nouvelles techniques de chasse chez les orques ou chez les gros mammifères marins comme la baleine et le piège à bulles, qui est une technique qui n'est pas connue de manière innée, c'est-à-dire qui est transmise pour la baleine, c'est-à-dire qui est transmise aux petits. Vous savez, les baleines, elles ont un principe de mentoring. Elles sont mentorées, entre guillemets, par un mâle du groupe, parce que le père baleine vient d'une autre île pour éviter la consanguinité. Et du coup, il y a une transmission de ces techniques-là de chasse avec le piège à bulles, qui est une technique spécifique et qui est relativement nouvelle, en coopération entre individus et groupes, pour chasser et s'assurer de recueillir le butin. Thomas, est-ce que ça t'inspire des nouvelles méthodes de coopération et surtout, la coopération, c'est au cœur du cœur de l'économie régénératrice. Là, on parlait de quel challenge, quelle difficulté, quel éclairage tu as envie de nous proposer? Alors justement, je vais vous prendre un exemple de régénération. Mais déjà, si vous travaillez avec nous, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'on ne va pas rentrer ni par la techno, on n'est pas techno-push, ni par le client. Pourquoi? Parce que le client, s'il n'est pas conscient de ses comportements et des conséquences de ses comportements, il peut vous demander des aberrations d'un point de vue environnemental et social. D'accord? Donc, en fait, on va rentrer par les défis sociétaux, environnementaux qui sont liés à votre activité. Et donc, sur la cosmétique, mais pas que sur la cosmétique, je vais faire un peu de pub pour L'Oréal, c'est la captation de CO2. Vous le savez tous, il y a un peu trop de gaz à effet de serre qui se promènent dans l'atmosphère. Donc l'idée, c'est comment on peut réduire tout ça. Et l'une des solutions les plus prometteuses, c'est la captation de CO2. D'accord? Donc rentrons, par exemple, voilà, vous êtes L'Oréal. En l'occurrence, il y a aussi le groupe Total, dans l'exemple que je vais prendre. Responsable d'un peu de gaz à effet de serre, enfin surtout Total, plus que L'Oréal. D'accord? Donc comment vous allez prendre en compte cette responsabilité que vous avez par rapport à ça? OK, et bien là, on va être obligé d'innover et il va falloir coopérer. Donc là, c'est une coopération à 3. Lanzatech, donc qui est une jeune jeune, quelques années maintenant, mais qui transforme par biofermentation, donc qui capture du CO2, qui le transforme en éthanol. D'accord? Première phase. Deuxième phase, cet éthanol, Total, donc via une de ses filiales, va le transformer en éthylène et en polyéthylène. Polyéthylène que va racheter L'Oréal pour faire des flacons. D'accord? Donc on voit bien que là, on a bien une régénération du CO2 via ce captage et on en fait un produit. Alors derrière, il faut évidemment mettre en compte, notamment sur des marques comme Garnier, pour assurer ces systèmes de collecte et de recyclage aussi de ce PET qu'on va produire, qui n'est pas forcément idéal. Mais voilà, l'idée c'est qu'en tout cas, on répond à un défi qui est la capture de CO2, qui est un des leviers clés pour arriver à contenir nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Il y a un certain nombre d'études, notamment du GIEC, qu'on a parlé comme ça. Et derrière, si on ne coopère pas dans des logiques d'innovation, ça ne le fait pas. Voilà. Et donc, dernier point sur lequel je voulais insister, quand même, c'était, parce qu'il y a un point important, c'était sur le côté équité. On n'en a pas beaucoup parlé, ça. Et j'y rajouterai un autre élément qui est absolument clé, y compris dans les dérives de démocratie, c'est la confiance. Je pense que les systèmes collaboratifs ne peuvent fonctionner que dans la confiance. Et que quand on fonctionne dans la confiance et qu'on est sur des réflexions sur le partage de la valeur
ou même je devrais dire le partage des valeurs, on crée de l'équité. Au-delà de tout ce que ça peut créer comme valeur économique, environnementale et sociétale. Donc je pense que c'est aussi une façon de répondre aux défis, notamment politiques et démocratiques, qu'on a en face de nous et dont on voit les dérives au quotidien. Merci Thomas. Je suis hyper tenté de relancer un tour de table sur démocratie et confiance. On en aurait pour 4 heures. Ce que je propose plutôt, c'est d'ouvrir à quelques questions. Vous avez partagé beaucoup d'idées, beaucoup d'exemples, beaucoup de retours d'expérience. Il y a des micros dans cette salle et il y a vous. Et donc tout ça permet de poser des questions. Si vous en avez, ne vous gênez surtout pas. On en a devant. une devant. Bonjour, merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle d'innovation entre pairs, de coopération. Moi, je parle souvent d'open innovation. Quand vous avez vos consortiums et que vous avez vos problématiques aujourd'hui sur le vrac, est-ce que vous intégrez aussi vos parties prenantes, vos fournisseurs à tous ces groupes de réflexion, ou vous restez vraiment au démarrage du projet entre pairs et ensuite chacun va voir ses fournisseurs et résout ses problèmes, ou c'est aussi dans cette logique coopérative que vous intégrez tout l'écosystème pour cette open innovation derrière? Merci. Est-ce que j'ai raison d'imaginer que c'est une question pour Stéphanie? Oui. Non, bonjour et merci de votre question. Vous avez complètement raison. L'open innovation est clé et aujourd'hui, on est toujours plus intelligent en réfléchissant avec plusieurs perspectives différentes. Et l'open innovation est vraiment au cœur de notre démarche. Je ne pourrais pas vous en parler extrêmement en détail là aujourd'hui, mais en tout cas, sur toutes les problématiques aujourd'hui environnementales, la manière dont on produit, la manière dont on recycle, etc., on est à chaque fois vraiment centré sur une démarche d'open innovation. Je peux rajouter un mot. Déjà, peut-être petit truc dans mon vécu sur l'innovation. Ne pas parler d'open innovation aux entreprises, ça leur fout la trouille. Donc, parler de co-innovation. Alors, il y a des exceptions, mais je parle de la grande majorité des entreprises. Quand vous parlez d'open, le truc ouvert, oulala, je vais perdre des données, je vais perdre machin. Donc, la première réaction qu'on a, c'est surtout pas. Vous parlez de co-innovation, c'est exactement la même chose. Ah là, c'est pas mal. Co-innovation, on va innover ensemble, c'est super. Voilà, donc plutôt parler de co-innovation que d'open innovation. Vraiment, dans mon vécu, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça, c'était voilà, petit truc. Après, moi, j'y vais au-delà de vous. Je pense que c'est pas que les fournisseurs. C'est toutes vos parties prenantes. Et l'idée, c'est que voilà, c'est vraiment réfléchir. Quand vous réfléchissez sur une solution innovante, en tout cas, nous, on l'intègre complètement dans notre méthodologie. C'est vraiment de se dire, c'est quoi toutes les parties prenantes dont vous allez avoir besoin, aux parties prenantes clés, pour faire cette solution. Parce que si vous ne les embarquez pas, ça ne fonctionne pas. Donc oui, bien sûr. Et au-delà des fournisseurs, c'est vraiment toutes les parties prenantes. Est-ce que j'avais un rebond à ma droite? Non. Autre question. Allez-y. Oui, dans l'introduction, en fait, vous aviez un tout petit peu parlé de bio-inspiration et on n'a pas du tout ensuite reparlé de biomimétisme ou quoi que ce soit. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire, tous et toutes? Alors merci. Moi, le biomimétisme, c'est pas du tout mon angle premier, parce que ce que je vais regarder, c'est les comportements, les modèles, les attitudes. En matière de biomimétisme, il y a des très belles choses qui sont faites sur les matériaux, sur la data, avec les algorithmes, qui s'inspirent de modèles du vivant extrêmement intéressants, qu'on a du mal de mystère aussi, comme je vous parlais de l'ours tout à l'heure, qu'on a du mal à craquer aujourd'hui de manière scientifique pour les dupliquer à l'homme. Mais l'angle sur lequel effectivement moi je vais être compétente pour répondre, c'est vraiment le domaine de l'inspiration transposée aux organisations. Donc ça ne va pas être du mimétisme, ça va vraiment être de l'inspiration. Je ne sais pas si en matière de mimétisme peut-être vous avez des compléments à apporter. Stéphanie, Thomas, un exemple de mimétisme. Je ne sais pas du mimétisme, mais parce que je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel sur l'évolution
notamment climatique en l'occurrence, que ça change les comportements. Ça va vous faire plaisir, mesdames. C'est un oiseau, alors j'ai oublié, je me souviens plus de l'espèce, c'est à San Diego, où en fait les oiseaux ont migré, comme la ville s'est reverdie. Les oiseaux du coup sont beaucoup plus venus dans la ville, il y a eu plus d'oiseaux. Et du coup, avant, et de façon assez traditionnelle, le choix du mâle se faisait par celui qui a les plus belles plumes, le plus gros, le plus fort, machin. Et là, ce que des biologistes ont analysé, c'est que du fait du réchauffement climatique et du reverdissement de la ville, donc du fait qu'il y avait plus de mâles, du coup, il y avait plus de choix. Et que donc, désormais, le choix de la femelle se fait plus en fonction des capacités du mâle à s'occuper des petits que de sa masse musculaire. Voilà. Donc ça, c'était un petit exemple de biomimétisme peut-être aussi à adopter chez nous. On a ça chez le gorille aussi, qui devient mâle alpha en fonction de sa capacité à la douceur. Chez le poulpe, ou la sèche plutôt, qui, s'il est inventif et créatif et innovant, il arrive à tromper les mâles concurrents en se transformant pour arriver jusqu'aux femelles. Et que la femelle les choisit parce que justement ils sont créatifs et innovants plus que parce qu'ils sont forts. Donc ce type d'exemple, on en a pléthore. Pas en mimétisme, mais en analogie, en inspiration, en symbolisme, en tout cas. Moi, j'avais peut-être un élément de réponse. En fait, moi, je me suis intéressé beaucoup à l'intelligence collective sur les sujets de collaboration, de compétition ou de compétition. En fait, ce sujet-là m'intéresse beaucoup. Et donc, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec les oiseaux, les poissons, etc., donc, les groupes se coordonnent pour aller chasser, par exemple, avec un objet lien qui est la proie, qui fédère le collectif directement. Donc, il y a plusieurs objets liens ou types d'objets liens qui fédèrent des collectifs. Il y a la proie, la peur et l'art. Et en fait, mon questionnement a été quels sont les objets liens dans des écosystèmes industriels. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé au commun et à avoir des ressources. Un standard, c'est un objet lien qui va fédérer des collectifs hétérogènes. Voilà. Et donc, ça peut être vrai pour la donnée, ça peut être vrai pour des logiciels, quand ils sont ouverts, et qu'ils intéressent bien sûr les parties prenantes, qui leur sont utiles. Naturellement, ils vont se fédérer autour et ils vont se coordonner pour développer la ressource. Il n'y a même plus besoin d'ailleurs de commandement. Dans la plupart des structures de logiciels libres, en fait, ça se développe tout seul parce que le logiciel progresse. Il n'y a pas besoin de chef pour voir que ça progresse. Et les communautés, en fait, s'organisent pour développer la ressource. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivé, moi, au sujet là, que j'ai présenté rapidement. C'est le principe de la termite, notamment, qui crée des termitières de 8 mètres de haut, sans pilotage central, de manière complètement décentralisée, un peu sur le principe de Wikipédia. J'apporte un petit lopin de terre et tu incrémentes, celle d'après va apporter un lopin de terre au même endroit et ça va construire un édifice. Et l'open innovation est beaucoup basée sur l'innovation incrémentale, notamment sur le modèle des fourmilières et des termitières. Et aussi, c'est parce que c'était un exemple dont on parlait avant de démarrer, peut-être que c'est un exemple que vous connaissez d'un point de vue industriel, l'entreprise Interface, qui produit des dalles de moquette avec leur concept de Factory as a Forest, où la question qui sont posées, c'est comment faire de mon usine un écosystème qui ressemble le plus possible au fonctionnement d'une forêt pour qu'on soit dans le plus petit taux de perte de matière et d'énergie possible. Est-ce qu'on a encore des questions ? Personne ne me fait de grands signes pour dire qu'il faut absolument qu'on arrête parce qu'on n'a plus de temps. Donc, question, pas question. Dans ce cas-là, moi j'ai envie de me tourner vers vous déjà pour vous dire un énorme merci. Est-ce que quelqu'un a envie de proposer 14h01, un mot de la fin? Ou alors je désigne quelqu'un pour... J'ai fait ma conclusion. Bah, je sais pas si on veut conclure, je pense que voilà, me semble-t-il, enfin, j'espère qu'on vous aura démontré, au travers de tous les exemples, toutes les différentes facettes, je pense, avec lesquelles on a abordé cette problématique de la coopération, de la résilience et d'innovation, oui, peut-être on peut faire un point, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus complexe, d'accord ? Et je pense que, clairement, ce que j'espère on a montré aussi là, c'est que
ces écosystèmes, voilà, et y compris pour les entreprises, il faut aussi penser plutôt en écosystème d'entreprise, y compris dans le financement d'ailleurs, hein, s'il y a des financiers dans la salle. C'est la seule façon, enfin la seule, en tout cas une des principales façons d'arriver à créer un système complexe, adaptatif, parce que c'est de ça dont on parle, qui va nous permettre de survivre. Voilà. Donc il me semble que sans ça, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup Thomas. Et moi je vais, notamment parce que je disais, on m'a récemment proposé une différence entre collaboration et coopération, que coopération, ça allait plus loin que juste travailler ensemble, ça allait travailler ensemble au service de quelque chose qui nous dépasse. Et une façon que j'ai d'essayer de traiter le sujet des transformations environnementales, du réchauffement climatique, pour essayer d'introduire un peu plus de conscience d'urgence, c'est de se dire, in fine, on n'est pas en train de lutter contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'externe à nous, qui est le résultat de la somme de nos comportements. Et on est en train de lutter contre nos comportements pour préserver les conditions, des conditions vivables pour les espèces, et notamment la nôtre. Et donc, quelque part, pour moi, ça, c'est la meilleure des invitations à la coopération. Et c'était ça mon mot de la fin, en fait. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Et merci beaucoup. Merci.